Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le jeudi 15 septembre 2022. Rapide petit bilan économique. Euh, Nous sommes à un moment très tendu. Pour quelques petites raisons que je vais vous exposer ici. À nouveau, je répète ce que je dis à chaque fois. Le but, c'est de vulgariser, pas d'entrer dans les détails, afin que chacun d'entre vous peut comprendre de quoi je parle. Et le but n'est pas de faire le grand savant économiste et perdre 90% des gens qui vont décrocher. Comme ça, c'est un peu clair dès le début. Alors écoutez, c'est un peu spécial la situation dans laquelle on est. C'est franchement, quand on a une vue d'ensemble en même temps intéressant pour des questions de curiosité, mais en même temps inquiétant. Pourquoi? Parce que nous sommes à un virage au niveau technologique, c'est-à-dire on veut propager les véhicules électriques, les fermes de minage de Bitcoin, d'Ethereum et compagnie. Et en même temps, l'accès aux liquidités est devenu difficile, cher, avec des taux d'intérêt qui montent. Et donc, selon moi, ce qui va se passer, c'est qu'on va assister à des faillites en cascade de beaucoup de sociétés, même dans les nouvelles technologies, qui seront rachetées par ceux qui sauront survivre, celles qui auront le moins de dettes, le mieux géré, etc., etc. Et il y aura une concentration, en fait. Il y aura une concentration des pouvoirs dans quelques sociétés. Et parce que les petits ou les gros endettés ne pourront pas survivre. Autre particularité, le graphique de l'or nous montre qu'il y a un potentiel de baisse, selon moi, quasi certain, de 15%. À nouveau, je répète quelque chose aux gens qui m'envoient toujours les mêmes questions, mais il faut essayer d'écouter parce que je le dis clairement. L'or est une préservation, ce n'est pas un moyen de gagner de l'argent, sauf si à un moment donné, il y a une anomalie. Et si l'or perd 15%, ce qui selon moi techniquement va arriver, quand je vois les graphiques, ça signifie en fait que les marchés vont cracher 20, 30, 35%. Simplement, l'or amortit la chute, est plus stable, moins violent, mais il suit la tendance. Il suit la tendance. Et dans une vision de moyen-long terme, pas court terme, j'insiste, moyen-long terme, si l'or chute, ça sera une extraordinaire opportunité de pouvoir rentrer, pour la bonne et simple raison que après toutes ces faillites et tous ces cataclysmes économiques, eh bien, ils vont reprendre la planche à billets. Et on aura de nouveau de l'argent qui va s'effondrer face à l'or et à tout le reste, hein, cuivre, palladium, platine et compagnie. Et c'est un petit peu une sorte de dernière chance, en fait, de rentrer sur l'or à un prix acceptable avant, à mon avis, hein, ce qui se profile pour être une dévaluation massive des monnaies. Comme je l'ai déjà dit, ça devrait être la même histoire pour le Bitcoin. Le problème, c'est que, pour moi, je ne suis pas assez... on n'a pas assez d'historique sur le Bitcoin. Ça dépend de l'électricité. C'est plus complexe, mais ça suit le même principe. Et donc, il est clair qu'après cette chute, qui à mon avis va amener le Bitcoin dans les 10-12 000 dollars le Bitcoin au lieu de 20 000 actuellement, donc quand même une perte de 50%, euh, on assistera en fait l'heure après du retour de l'argent fantôme à des grosses envolées de l'or et du Bitcoin, en sachant que le Bitcoin est plus violent, plus fort, mais aussi plus violent dans les chutes. Donc c'est toujours le même problème, les gens qui ont le moins d'argent doivent prendre plus de risques, et ceux qui en ont plus peuvent prendre quelque chose de plus stable et de moins risqué. Le tout est une question de timing, à quel prix on rentre, etc. Il est clair qu'à un moment donné, si notre modèle civilisationnel perdure, et qu'on n'est pas face à une crise systémique qui touche le monde de l'électricité, l'électronique, etc., un Bitcoin comme ça qui serait à 9, 10, 11, 12 000 dans ces eaux-là, hein, plus ou moins, serait un très bon prix d'entrée.
Maintenant, si on rentre dans un monde cataclysmique, où il y a des gros bouleversements, à ce moment-là, tout va se concentrer sur l'or. Donc, l'or, disons, c'est pour les gens qui sont assez pessimistes et qui sont assez riches, entre guillemets. Parce que pour les autres, ben, il faut pallier aux besoins quotidiens. Et on ne peut pas, comme ça, acheter de l'or pour 2 mois et puis le revendre. C'est pas le bon principe. Alors je vous disais, bon, quand je vois en fait toutes les sociétés qui sont actives dans le secteur des véhicules électriques, il y en a plein, parce qu'on ne parle que de Tesla, mais il y en a plein qui sont en arrivage en fait, hein, pour 2023, 24, 25. Je me dis dans quel contexte et dans quel état elles vont arriver, parce que elles n'auront plus accès aux liquidités, elles vont devoir diluer, vendre des actions par tonnes pour pouvoir lever des fonds. J'ai l'impression que les entreprises les plus établies, les plus rentables aujourd'hui, qui ont des flux d'argent, ben, vont survivre. Et les autres, malgré des bons projets, des bonnes voitures, des bons ingénieurs et tout, ben, économiquement ne pourront pas survivre sans être rachetés. Donc il y aura des vagues de rachats. Je ne serais pas du tout étonné que Tesla rachète 2, 3, 4 concurrents au fur et à mesure de la chute. Euh, voilà, on est dans un grand bouleversement. Après, d'un point de vue plus économico-géopolitique, on voit qu'il y a un enlisement en Ukraine. À mon avis, tout ça est voulu, je l'ai déjà dit. Euh, on voit aussi toutes sortes de scandales qui sont occupés à fleurir partout, même dans le Parlement européen. C'est une période très dangereuse parce qu'il y a trop de paramètres. Il y a le paramètre économique, il y a le paramètre énergétique, il y a le paramètre sanitaire, plein de scandales, de ceci, de cela. Ça va dans tous les sens. Et on est dans une espèce d'atmosphère où les gens, esseulés, endettés, ne pouvant plus faire face, vont vouloir des solutions radicales pour que ça se passe mieux. C'est comme ça que la radicalité a toujours prospéré, c'est face à des situations de crise. Et donc il faut s'attendre un peu partout, hein, vous savez, pour les gens qui ne suivent pas les nouvelles profondes ou qui n'ont pas le temps, ils ne savent pas tout ce qui se passe en ce moment en Haïti, dans plein de pays, au niveau même climatique. Il se passe plein de choses partout. C'est systémique en fait, c'est omnidirectionnel. Et c'est pour ça que je dis, et je redis, que dans la vie, on ne perd rien à se préparer au pire. On ne perd rien. On se prépare au pire, et s'il n'arrive pas, tant mieux. Mais s'il y a bien un temps où il faut se préparer au pire, c'est maintenant. Parce que personne de sensé ou d'intelligent dans les sphères économico-géopolitiques ne sait vraiment où on va. On sait qu'il va se passer des choses graves, très graves, mais on ne sait pas quand exactement, on ne sait pas qui, on ne sait pas avec quel effet direct et indirect. Donc, il faut être en stand-by. Alors, maintenant que j'ai parlé d'économie, on va un peu parler du reste. Il faut que vous admettiez, comme moi je l'ai fait, que vous êtes totalement ignorant des principes de base de la survie en période de crise. Comme je l'ai souvent expliqué, oui, c'est une chose de faire des réserves de nourriture, d'eau, etc. Mais encore faut-il pouvoir les défendre. Parce que des gens voudront vous les voler. Et il faut réfléchir à ça. En termes de portes blindées, je ne sais pas tout quoi, d'armes légales. Hein. Suivant les pays, il faut voir votre législation. Batte de baseball, gaz lacrymogène. En France, c'est autorisé, je crois, je ne sais pas. Machette et autres. Hein. Il ne faut pas se retrouver dans une situation de crise en étant désarmé. C'est irresponsable. Vous avez des gens sous votre responsabilité, des femmes, des enfants, etc.
Vous ne pouvez pas vous permettre de dire j'appelle la police sera débordée, la police n'ira pas dans certains quartiers, et donc vous serez livré à vous-même. Par rapport aux histoires des réserves, je voudrais insister sur l'aspect de l'eau. Beaucoup de gens en fait pensent à la nourriture, mais vous devez savoir que l'eau est beaucoup plus nécessaire pour notre survie, parce que la nourriture, on peut aller loin dans nos réserves, on peut vraiment manger quelques dates, etc., et tenir très très longtemps. Par contre, l'eau, c'est vraiment vital. On ne peut pas du tout se permettre de manquer d'eau. Je vous rappelle aussi, sans vouloir vous faire peur, que dans tous les immeubles, dans toutes les maisons, l'eau vous parvient parce qu'il y a des pompes électriques qui la poussent. Sinon, elle ne coulerait pas dans vos robinets. Il faut savoir ça. Donc, vous dépendez de pompes électriques. Ne l'oubliez jamais. Ça veut dire pas d'électricité, pas d'eau. OK? Alors, que faire concrètement? Il faut acheter des jerrycans avec un robinet incorporé. Je ne sais pas où on les vend près de chez vous. Il faut peut-être faire des recherches sur Internet. Des jerrycans de 10, 20 litres. Bon, plus que 20 litres, ça devient difficile à porter. Donc, il vaut mieux avoir plusieurs de 10 litres, de 20 litres que des 30, 40, 50. Je ne sais même pas si ça existe. Et stocker un maximum d'eau. De l'eau. Et s'il y a une vraie période de crise, toujours il vaut mieux prévoir le pire. Utilisez l'eau exclusivement pour boire. Boire juste ce qu'il faut, pas pour se désaltérer complètement, mais pour survivre. Ça veut dire chacun de temps en temps un fond de verre, question de s'humidifier la bouche et avoir un peu d'eau. Mais hors de question, évidemment, dans ces cas-là, de commencer à utiliser de l'eau pour se laver ou je ne sais quoi. Il faudra, je ne sais pas, faut penser à tout, hein, la question des besoins vitaux, donc la question des toilettes. Il faut avoir des idées pour ne pas devoir avoir recours à l'eau ou à vraiment le grand minimum, parce que l'eau sera ultra précieuse, certainement le bien le plus précieux. Selon moi, mes recherches, mes analyses, mes pensées, deux choses sont ultra importantes si vous êtes barricadé chez vous: l'eau et les moyens de défendre votre eau. Et également des comportements humains préventifs. On n'ouvre pas la porte à la légère. Je ne sais pas, on ne prend pas de risques inutiles. Et le but, c'est de patienter avec l'eau qu'on a, et c'est tout. Pour les gens qui feront le choix de sortir de chez eux, de vouloir partir, il faut savoir que dehors, vous n'êtes pas chez vous. Vous êtes vulnérable à la pluie, au froid, aux bandes, à la route sur laquelle il peut y avoir des véhicules à l'arrêt qui font barrage ou qui sont en panne. Et vous pouvez vous retrouver en fait avec femme et enfants dans le froid, la pluie. Et donc vous êtes vulnérable à tout. Donc on ne sort pas de chez soi à la légère. Ça doit être une réflexion très posée. Et face à ce choix, ben, il y a deux choix. Moi, je vois deux choix. Soit vous vous barricadez chez vous, vous avez des réserves d'eau, de nourriture, et vous avez un comportement proactif pour préserver les vôtres. Soit, dès le début, je dis bien dès le début, pas après, dès le début des premiers signes de dérapage, vous prenez la route et vous partez, je ne sais pas, suivant votre cas, au port de Marseille ou de Sète, et vous prenez le bateau pour l'Algérie, le Maroc, tout en n'étant pas sûr que là-bas ça va mieux se passer, mais bon, bref. Mais certainement pas partir une fois que beaucoup de gens seront sur les routes. Vous serez bloqué, vous aurez froid, vous serez en panne d'essence, c'est la catastrophe. Essayez aussi, je mets ça un petit peu en parallèle, en bonus, on va dire, de repérer autour de chez vous un endroit qui pourrait être ce qu'on appelle une base de repli stratégique, c'est-à-dire un endroit où, si vous n'êtes plus chez vous, mais vous êtes dehors, vous pouvez vous cacher en étant le plus éloigné
des gens possible. Loin des gens qui vont errer et rôder pour trouver de l'eau, à manger, des médicaments, etc. Il faut penser à tous les dégâts et toutes les conséquences de gens qui n'ont plus accès à la civilisation. Les diabétiques n'auront plus d'insuline. Telle ou telle personne qui a tel ou tel médicament pour son fils va vouloir le trouver n'importe où. Bref, vous savez, dans ces moments-là, les gens développent un grand individualisme, grand égoïsme, et les gens pensent à sauver leur peau, ceux de leurs proches. Coûte que coûte, même s'il faut utiliser des méthodes non conventionnelles, de manipulation mentale, etc. Ça, c'est évidemment les scénarios les plus pessimistes. On espère que ça n'arrivera pas. Mais honnêtement, tout le monde sait que ça va aller mal, mais on ne sait pas jusqu'à quel point, et on ne sait pas de quelle façon. Est-ce que c'est à travers une guerre civile, une fermeture des banques, le non-accès à votre argent? Ça, je ne vais pas le redire parce que ça serait insultant depuis les années que je le dis. Laisser des grosses sommes d'argent en banque est totalement irresponsable. Totalement irresponsable. D'ailleurs, des grosses sommes d'argent, c'est un peu délicat. Vous devriez convertir cet argent en biens de première nécessité. Stock de nourriture, stock d'eau, un véhicule en bon état, etc. Vous savez, l'argent, c'est fait pour être utilisé et pas thésaurisé, parce que la valeur ne va faire que diminuer. Et par contre, les objets dont vous avez besoin, ça, ils seront très précieux pour vous. Ça peut être plein de choses. Vous savez, quand on fait les listes, c'est interminable si on doit penser à tout. Les lampes, les piles rechargeables, les trucs, le nécessaire pour faire du feu, des bonnes chaussures de marche, des tentes, des gourdes, enfin bref. Si vous pensez à tout, vous verrez que vous allez très vite vous retrouver avec des très très longues listes. Évidemment, il faut être sélectif, on ne peut pas tout porter, on ne peut pas tout acheter. Mais il est clair que quand on est dans un monde sans assistanat, tout devient très compliqué et il faut penser à tout. Par exemple, je vous donne un exemple que beaucoup de gens, 99% des gens ne savent pas. Mais moi je vous le dis, comme ça vous le savez. Pour 1000 euros environ, 1000, 700, 800, 900 euros, ça dépend un peu les modèles et tout. Mais il existe ce qu'on appelle des groupes électrogènes solaires. En gros, c'est une grosse batterie que vous pouvez soit charger sur le courant si tout va bien, ou soit connecter à vos panneaux solaires. Une batterie qui vous donne en fait de l'électricité sur laquelle vous pouvez brancher vos câbles USB pour recharger vos téléphones, etc., etc. En cas de grave crise, c'est les seuls gens qui auront de l'électricité pour leur téléphone, et tout le reste, ce seront des gens qui auront des batteries, donc des espèces de groupes électrogènes transportables qui se rechargent avec des panneaux solaires. Surtout pas avec autre chose, parce que s'il n'y a pas accès, ça ne servira à rien. De nouveau, regardez autour de vous. Tout ce qu'on discute depuis toutes ces années, regardez autour de vous. Qui a des pièces d'or? Personne. Qui a des pièces d'argent? Personne. Qui a un groupe électrogène qui se recharge par panneaux solaires? Personne. Qui a des réserves d'eau? Personne. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Qui ne roule jamais en voiture sans que le plein d'essence soit fait? Personne. Tout le monde attend qu'on est en bas de la jauge. Et donc, en cas de problème, tu fais 100 km, tu tombes en panne. C'est tous des comportements qu'il faut changer parce qu'ils sont valables dans les périodes d'assistanat, mais ne le sont plus dans les périodes où il faut se prendre en main. Nous sommes complètement désinformés, mal éduqués, mal préparés, à tous les niveaux. Et c'est sans doute ça qu'il va falloir changer de gré ou de force dans les temps à venir. Je sais que beaucoup de gens vont, pour rester dans leur zone de confort, vont dire il est fou, ça n'arrivera jamais, etc. Oui, mais moi je ne souhaite pas que ça arrive. Mais si ça arrive, qu'est-ce qu'on fait? On pleure, on s'arrache les cheveux, on va dire ah, il avait raison dans ses audios, j'aurais dû écouter. Mon frère, je m'excuse, je t'ai pas pris au sérieux. Moi, j'ai pas besoin de vos excuses, j'ai pas besoin de vos regrets. J'ai besoin que vous pensiez à préserver vos proches dès aujourd'hui, en prenant des mesures, en faisant des achats intelligents, tant qu'il y a des stocks, parce que attendez-vous à des ruptures de stock partout. Je vous signale gentiment, mais c'est vérifiable,
que tous les trains et tous les employés des trains aux États-Unis, c'est-à-dire 115 000 personnes, entrent en grève et il n'y a plus aucun train qui bouge. Les trains qui ne bougent pas, ça veut dire gros problème d'approvisionnement dans toute une série de choses. Ça commence. Il ne faut pas attendre d'avoir le nez dans le problème pour commencer à réfléchir. On réfléchit maintenant, on anticipe le pire et s'il n'arrive pas, on dit tant mieux. C'est tout. C'est ça une attitude responsable et mature. Ça ne consiste pas à dire on attend d'être dedans. Non. On sent qu'il se passe quelque chose, on sent qu'on nous prévient de quelque chose. J'ai même vu des dates circuler, 23, 24 septembre. C'est dans pas longtemps, hein, c'est dans quelques jours. Et il faut bouger. Il faut bouger maintenant. C'est vital. Après, tout ça ne veut pas dire que c'est du manque de foi ou je ne sais pas quoi. Les gens extrapolent. Non. Les croyants se préparent, font les actes qu'il faut faire pour préserver les leurs et n'oublient pas leur Seigneur. Tout ça n'est pas incompatible. On n'est pas des gens ça béats qui attendons l'épreuve pour commencer à réfléchir. Je ne peux pas évidemment parler de tout et imaginer tous les scénarios. Je m'en tiens à des choses simples. L'accès à l'eau, défendre vos proches, ne pas laisser des grosses sommes d'argent dans vos comptes en banque. Il faut quand même savoir, vous avez tous vu hier cette Libanaise qui est rentrée dans une banque parce que ça fait 3 ans qu'on ne lui rend pas son argent, parce qu'elle ne sait plus payer les soins contre le cancer que doit soigner sa sœur. Elle est venue avec une arme, elle a voulu faire un braquage pour retirer son propre argent. On en est là. Alors aujourd'hui, c'est le Liban. On croit que c'est notre planète, mais non, c'est le monde. Hier, le Liban, avant-hier, le Venezuela, avant-avant-hier, l'Argentine, avant-avant-hier, le Zimbabwe, et peut-être demain, l'Italie, l'Espagne, je ne sais pas. Et puis la France, et puis ça monte. Tout est possible. Tout est possible. Tous les scénarios sont sur la table. Ce n'est pas anxiogène, c'est la réalité qu'on doit affronter. La nier, faire semblant de rien et vaquer à ses occupations, ce n'est pas une attitude noble et responsable. C'est tout. Après, vous faites ce que vous voulez, mais après, il faut assumer. Il ne faut pas commencer à pleurer, j'aurais pas cru, machin. Est-ce que vous pensez, bon, il y a 1001 exemples, mais je donne souvent celui-là. Est-ce que vous pensez que moi, dans les années 80-90, j'aurais pu m'imaginer que 20 ans plus tard, à la télévision, il n'y aurait plus rien d'intéressant à voir, qu'il n'y aurait plus que des jeux, des séries, des divertissements, plus de débats, plus d'émissions profondes, littéraires, intellectuelles, avec des rapports humains, plus rien. Plus rien. On aurait dit, mais non, c'est pas vrai, t'exagères, etc. Et c'est comme ça pour tout. Est-ce que vous croyez que j'aurais cru, comme on aurait dit, voilà, suite à une maladie qui va tuer principalement que des vieux, à la Mecque, on va prier avec 1 mètre d'écart entre nous, il faudra un QR code de son passe vaccinal pour pouvoir faire son pèlerinage. On aurait dit, écoute, tu es complètement cinglé, ça suffit maintenant, tu deviens médisant, voilà. Donc à un moment donné, il faut comprendre que la réalité dépasse la fiction, il faut l'accepter, il faut prendre des mesures, il faut arrêter de se plaindre, ou de montrer du doigt ceux qui font la prévention à votre place, puisque vous ne le faites pas. D'autres gens s'en chargent. Et vous savez, je vais même aller plus loin, mais l'audio sera séparé, je vais le faire juste après, pour ne pas mélanger les sujets. Je ne veux pas diviser les familles, ce n'est pas mon but, mais à un moment donné, on peut se retrouver dans une situation où c'est chacun pour soi, et Dieu pour tous, comme on dit, l'expression consacrée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si vos parents, si vos enfants, si votre mari, si votre femme n'embraye pas et ne comprend pas la situation, à un moment donné, il faudra penser à vous. Vous ne pouvez pas tous couler parce que 1 ou 2 éléments perturbateurs ou dans le déni autour de vous veut empêcher de vous prendre des mesures de précaution. Je suis désolé. D'accord, le lien de sang, d'accord, les liens matrimoniaux, mais c'est pas à la vie, à la mort. Hein. C'est-à-dire, si on est marié à une ou à un irresponsable qui joue à l'autruche, qui fait semblant de rien, à un moment donné, il faut prendre les choses en main. Je suis désolé.
Vous pouvez pas vous laisser mourir parce que vous partagez le toit, votre toit, avec un ou des ou une irresponsable. Pas possible, ça. Vous pouvez pas mettre votre vie comme ça dans la main de gens qui ne sont pas informés, qui ne veulent pas s'informer, qui veulent pas accepter la situation, qui ne s'y intéressent pas. Non. Mais bon, ça sera un autre sujet. Je vais m'arrêter ici et je verrai vos questions en commentaire et j'y répondrai de mon mieux. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt.